Hello and allez. Salut tout le monde, je suis Hannah Arendt, l'auteur de La crise de la culture. Soyez les bienvenus au CPGE Casino. Voilà une citation présentée par mon collègue Choderlos de Laclos. Le travail lui-même est nuisible et funeste non seulement dans les conditions présentes, mais en général dans la mesure où son but est le simple accroissement de la richesse. Karl Marx, manuscrit de 1844, édition Flammarion, 1996-1844, la page 62. Donc on commence par le commencement. Il faut expliquer tous les mots du texte, ne pas omettre, ne pas négliger n'importe quel mot. Hein, ce que vous dites, les mots-clés. Bon, il faut bien étudier le sens des mots dans la citation. Premièrement, donc, il y a le travail, donc ça tombe toujours. On l'a déjà vu, hein, c'est l'ensemble des activités humaines d'abord, organisées et coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Bon, ça, c'est évident. Également, c'est l'activité régulière pour gagner sa vie, métier, profession, job, etc. Occupation quotidienne. Également, c'est le résultat du travail, c'est le produit. Donc voilà, c'est simple, c'est évident. Également, n'oubliez pas l'origine ou bien le sens étymologique, trépalum, qui veut dire outil de ou bien instrument de torture et de supplice. C'est ce qui fait que le travail soit, ou bien que la peine soit inhérente au travail. Bon, il y a l'adjectif nuisible, donc également il faut mentionner ça c'est dans la partie syntaxe, mais c'est bien d'identifier la nature et la fonction des mots dans le texte. Nuisible, c'est un adjectif qui vient du verbe qui nuit. Bon, nuisible, c'est qui nuit. C'est le verbe nuire, voilà, qui fait mal, dangereux, nocif, etc. Également, vous avez l'adjectif funeste, qui veut dire, l'origine c'est funérailles. Bon, funérailles, ça évoque la mort. Donc funeste qui porte avec lui le malheur, qui est source de malheur, de destruction, de désolation, de dommages. Bon. Donc le mot il est clair. Également vous avez le mot but, le but, finalité, qui dit but dit finalité, objectif, intention, cible, etc. Et aussi vous avez le nom accroissement, donc ça vient du verbe accroître, qui veut dire augmenter, multiplier. Vous avez déjà le croissant, décroissant. Donc, croître, c'est progresser, voilà, aller vers prendre du volume. Donc, accroître, c'est donner du volume à quelque chose, augmenter, multiplier, amplifier même. Voilà. Maintenant, là, on attaque la syntaxe les mots qui constituent ou bien qui entrent dans la syntaxe de la phrase. Bon. Il y a le verbe être. Donc ici, c'est un verbe, ce n'est pas un auxiliaire. Donc, au présent de l'indicatif, donc le présent, c'est la vérité générale, c'est quelque chose qui est immuable, c'est voilà. Donc, la valeur temporelle du temps, vous devez la saisir. Donc ça introduit toujours un attribut du sujet. Voilà. Il établit une identité ou bien une équivalence entre le sujet et l'attribut. Donc le travail, il est funeste. Voilà. Donc il est le verbe, c'est bon. Il est nuisible également. Donc, il est nuisible. Donc c'est l'identité, c'est la qualité, c'est l'attribut du sujet. Non seulement, donc c'est locution, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas. Donc quand on dit non seulement, donc il y a une extension. Donc l'idée ou bien le sens, donc il y a une extension du sens du mot.
voilà, qui dépend de, ou bien dont dépend, ou bien qui, qui précède cette expression. Donc non seulement, mais donc il y a eu, donc ces trois mots, ils s'associent, voilà, pour introduire une opposition, ou bien briser, ou bien ouvrir la limite. Donc il y a une limite quand on dit non seulement, mais donc il y a donc il n'y a plus de restriction. Donc il y a l'extension de l'idée. Dans la mesure où, donc cette locution également, elle introduit l'idée de la cause, donc qui veut dire littéralement puisque, etc. Et bon, en expliquant les mots, en ayant une bonne idée de la structure, la structure phrastique ou bien syntaxique de la phrase, cela vous permet tout simplement de bien comprendre la citation et la reformuler en vos propres mots. Hein. C'est une étape nécessaire. Donc le travail, bon, je l'ai reformulé de cette façon. Donc le travail, ou bien en quelque sorte, ça revient à l'expliquer. Bon, vous êtes appelé à faire ça. Donc le travail est une source de malheur et de destruction de l'homme. Donc le travail, donc c'est une source, ou bien il cause le malheur de l'homme et même il le détruit. Donc que ce soit donc ce malheur ou bien cette destruction, que ce soit durant l'époque où Karl Marx a vécu, c'est-à-dire donc Karl Marx il a parlé de son temps, mais donc il a généralisé. Donc ce n'est pas simplement pendant la révolution industrielle et la suite, ce qu'il a le phénomène social, le phénomène de l'ouvrier ou bien de la classe ouvrière que cela a suscité. Donc lui, il a généralisé. Donc en général, donc le travail, donc c'est une source de malheur, c'est une source de destruction, de dénaturation, de corruption, etc. Donc pourquoi? Car l'objectif du travail se limite à donc à quoi? À multiplier la fortune. Donc donc il n'y a pas d'autre objectif que ça. Hein. C'est multiplier la fortune et augmenter le profit. Hein. Donc multiplier, accroître, donc il y a l'accroissement de la richesse. Donc il dit richesse, il dit fortune, il dit profit, il dit rendement, etc. Eh bien, donc pour lui, en quelque sorte, il voit mal l'objectif du travail. Donc, parce que donc lui, il voit que le travail il est orienté juste pour faire de la richesse. Et ce n'est pas tout le monde devient riche, c'est juste une minorité. Donc, mais, acceptons, oui, on est d'accord avec vous, monsieur Karl Marx. Mais, donc l'augmentation de la richesse par le travail est une nécessité. Donc pour préserver le travail, pour qu'il y ait toujours du travail, donc il faut qu'il y ait du profit, qu'il y ait de la richesse. Ce qui crée le travail, ceux qui mettent en place des structures pour donner du travail, donc s'ils ne gagnent pas, donc ils vont cesser, hein, donc ils vont cesser d'investir, de créer des emplois. Et s'il n'y a pas de travail pour l'homme, donc comment est-ce qu'il peut vivre? Donc sinon, comment l'homme puisse répondre à ses besoins? Donc on ne peut pas revenir à la nature pour assurer donc la nature ne peut pas assurer les besoins de tous les hommes. On ne peut pas revenir à l'état de l'accueil. Donc lui, il propose le socialisme, le communisme, etc. L'étatisation, bien la nationalisation des outils de production. Mais voilà, donc ça reste une chimère en quelque sorte. Donc même Simon Weil, en étant imbu, en étant une fervente du socialisme, et voilà, il a en quelque sorte revu ses positions. Il a vu que même avec le socialisme, etc., donc avec la révolution et le changement des modes de production, donc il y aura toujours l'exploitation, etc.
il n'y aura pas de... Donc ce dont Karl Marx est arrivé, donc c'est juste, voilà, c'est beaucoup d'illusions. Hein. Ça ne peut pas se réaliser, donc c'est pourquoi il a donné d'autres thérapies. Donc sur ce, donc oui, Karl Marx il a en quelque sorte raison, mais également il n'a pas vu ça. Donc son travail, donc s'il n'y a pas de profit, il n'y aura pas de travail. S'il n'y a pas de travail, donc l'homme il sera condamné à mourir. Donc comme l'a dit Michel Foucault, donc l'homme il a besoin du travail il doit travailler pour vivre. Donc s'il ne travaille pas, il va mourir de faim. Et on ne peut pas revenir à la nature. Donc voilà ce que Karl Marx n'a pas vu. Donc sur ce, on peut élaborer des problématiques. J'ai proposé quelques-unes de façon très simple. La première, le profit ne se réalise-t-il pas sans écraser l'homme au travail? Oui, est-ce que c'est pour réaliser le profit, est-ce que écraser l'homme est nécessaire? Voilà. L'oppression de l'homme, est-ce que c'est une condition pour faire du profit? Également, une autre citation, n'est-il pas possible que le travail permette de créer la richesse sans dégrader l'homme? Voilà. Donc ça va dans le sens on est un peu d'accord avec Karl Marx là-dessus, partiellement, mais donc lui il n'a pas vu que le travail ou bien la création de la richesse il s'impose. Deux autres problématiques possibles. Donc, comment la recherche de la fortune fait du travail une expérience douloureuse? Ça, c'est très simple, c'est basique, n'importe qui peut faire ça. Donc, la quête de la prospérité peut-elle justifier que l'homme subisse tant de peine au travail? Voilà, donc la richesse, pour créer la richesse, est-ce que l'homme doit essuyer tant de malheur? Ou bien est-ce que pour créer de la richesse, est-ce qu'on ne peut pas éviter que l'homme souffre? Eh bien, pour développer, pour réfléchir sur cette problématique, donc dans la première partie, donc j'ai proposé comme axe multiplier ou bien augmenter ou bien le profit, donc qui veut dire la richesse, créer la richesse, même en écrasant, mortifiant ou bien dégradant le travailleur. Donc, c'est-à-dire, donc le capital ou bien ceux qui produisent, ou bien les patrons, ou bien ceux qui créent, qui donnent les occasions de travail, donc ils créent de la richesse, mais ils cherchent la richesse, mais c'est au détriment de l'homme, c'est en sacrifiant l'homme. Eh bien, pour premier axe, on verra, j'ai proposé celui-là. Donc, épuiser le corps pour y produire plus, exploiter au maximum la force de travail. Donc, pour qu'il y ait du rendement, donc il y a donc on met de la pression sur l'ouvrier. Donc, lui, qu'est-ce qu'il vend? C'est sa force de travail. Donc, on essaie de l'exploiter au maximum pour qu'il produisent plus. Et quand ils produisent plus, donc le patron, bien, donc l'usine il fait une plus-value. Pour les citations, Simone Weil l'a dit, en parlant de Taylor, son souci primordial était de trouver les moyens de forcer les ouvriers à donner à l'usine le maximum de leur capacité de travail. Eh bien, donc, ça répond à l'axe. Et pour Virgile, donc il a dit « Je veux dès lors voir le taureau commencer de gémir ». Bon, les citations, je vais vous les consigner dans la partie description. Donc ici, donc, pour produire, donc derrière, il y a le gémissement du taureau. Hein. Donc il faut que le taureau gémisse, c'est-à-dire qu'il fasse un effort, qu'on lui fasse, hein, qu'on l'oblige à faire un effort intense, au point qu'il gémit, donc qui dit gémit, donc il y a la douleur, il y a la souffrance, et puis c'est à travers ce déploiement du maximum de ses forces que le produit ou bien le rendement il est optimal. Également pour Vénaver, donc il a parlé
des hommes qui partent à la retraite. Donc après la retraite, donc la plupart ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés. Donc selon les statistiques, donc il y a donc la portion, bien la part de ceux qui meurent après la mise à la retraite, le taux, donc il a utilisé le mot taux, c'est-à-dire le pourcentage, donc il augmente de façon vertigineuse, c'est-à-dire d'une façon inquiétante. Cela veut dire que le travail les a épuisés. Pourquoi il les a épuisés? Tout simplement, donc ils étaient obligés de donner beaucoup de leur force de travail à la structure dans laquelle ils travaillaient, et cela, c'est ce qui crée de la plus-value. Donc ils étaient obligés, c'est bien. Un autre axe, c'est toujours en rapport avec le premier, donc c'est donc pour que le rendement soit optimal et ainsi assurer une richesse, se faire une richesse, voilà. Accroître le capital, accroître la richesse. Donc ça passe par l'asservissement et l'aliénation du travailleur. Donc asservir, c'est-à-dire en faire un esclave. L'aliéner, le déposséder de lui-même. Donc ça passe par occuper toute la vie du salarié par le travail. Donc le salarié passe toute sa vie à travailler. Donc tout son temps, il l'accorde au travail. Et le temps qu'il lui reste, donc à peine ça lui suffit pour se reposer, puis il reprend le travail. Donc sa vie, il l'épuise pour le travail, c'est pour créer une richesse à laquelle il n'a pas, voilà, il n'a aucune part. Donc on verra ça. Eh bien, donc les citations à la page, pardon, je ne vais pas donner. Simon Weil, il a dit, si à partir de maintenant vous en faites 800 et je consentirai peut-être à vous garder. Donc il y a la menace. Donc ici le contremaître, il la menace de la renvoyer. Voilà, donc c'est-à-dire il y a s'il est renvoyé à un ouvrier, s'il est renvoyé, donc il aura du problème à se nourrir, à assurer son pain. Voilà, donc il y a ici donc la menace, c'est un moyen pour pousser le travailleur, ou bien forcer le travailleur à produire plus. Et quand il produit plus, c'est le patron qui bénéficie, qui profite. Ça engraisse le patron. Pour Virgile, alors exerce enfin, donc quand il a parlé de la vigne, alors exerce enfin ton dur empire et arrête l'exubérance de ses rameaux. Donc la vigne, on ne laisse pas la vigne croître comme elle, selon l'élan de la nature, mais donc le cultivateur, il est appelé à user de son dur, de son ascendant, il doit se montrer sévère en quelque sorte, il doit la tailler de façon à ce que les branches, le nombre de branches soit limité. Comme ça, il va donner plus de raisins. Eh bien, voilà, donc c'est une façon de forcer la plante à donner plus. Voilà, ne pas la laisser croître selon l'élan de la nature. Voilà, un autre exemple, c'est pour Vénavert, c'est Benoît qui prend un ton menaçant. C'est comme pour le contremaître. Ceux qui entre vous n'adopteront pas la cadence, eh bien, ils resteront sur le quai. Ce n'est pas une menace. Eh bien, monsieur, si ce n'est pas une menace, ça c'est quoi? C'est un compliment? Non, mais il s'agit bien c'est une menace. Donc, ceux qui n'adopteront pas la cadence, c'est-à-dire ceux qui ne travailleront pas selon le nouveau rythme, etc., que je vais imposer, donc ils seront tout simplement jetés par-dessus bord. Et s'ils sont jetés par-dessus bord, donc ils ne trouveront pas du jour au lendemain un emploi. Donc, c'est-à-dire leur vie sera perturbée, ils peuvent même aller tomber dans la déchéance. Eh bien, donc vous voyez comment on force le travailleur à travailler plus, à donner de sa force de travail et voilà ça. Donc la résultante, c'est que
le produit, il est à bas prix. Et donc, le rendement, donc, par exemple, le coût de production, ça baisse. Et quand les coûts de production baissent, donc c'est le patron qui bénéficie parce que son produit devient compétitif sur le marché. Un autre versant de cette recherche du travail au détriment ou bien en sacrifiant le travailleur, c'est qu'on corrompt la nature humaine. Donc, ça passe par la corruption de la nature humaine. Au travail, on corrompt la nature humaine. Comment ça, on suscite la jalousie au travail. On détruit les valeurs de la fraternité, de la solidarité. Donc, empêcher le développement des aptitudes. Donc, voilà, dans les usines. Donc, on embauche surtout chez Ford. Donc, 1% qui nécessite une formation de plus d'une journée. C'est-à-dire, on embauche des personnes qui n'ont aucune qualification. Et durant tout le travail, la période qu'ils passent dans les usines, ils n'apprennent aucune habileté, ils n'apprennent aucune aptitude. Donc, voilà, donc c'est juste des gestes mécaniques. Ni plus ni moins. Donc, à la fin de leur carrière, etc., ou bien au moment où ils seront envoyés, etc., donc ils n'ont aucune qualification. Voilà, donc c'est la pire corruption. Mais ce qui est un peu triste, c'est le fait qu'au travail, donc il y a cette corruption de la nature humaine. Je cite pour Simone Veil, c'est qu'il faut, c'est alors qu'il le dit, c'est qu'il faut détruire la solidarité ouvrière au moyen des primes et de la concurrence. Donc, qui dit prime dit argent. Hein. Donc, quand on met l'argent sur le table, donc les ouvriers se font concurrence. Hein. Donc, il y a une rude concurrence. Et ainsi, donc, qu'est-ce qui gagne? Donc, donc ça, ce n'est pas l'ouvrier, mais c'est le patron. C'est le patron parce qu'il pousse les ouvriers à travailler plus. Et voilà, le salaire de base, il est très très réduit. Donc, ce qui augmente ce qui donne de la valeur au salaire, ce sont les primes. Et voilà, à un certain moment, on ne peut pas travailler avec la même cadence. Donc, il y a une ouvrière qui l'a dit même à Simon. On a déjà vu la citation. Pour Vinaver, donc Marjorie, il a parlé des Américains. Des étudiants américains, aussitôt quittés l'université, ils deviennent des petits managers puants. Donc voilà pourquoi ils deviennent puants. C'est pas parce qu'ils ne s'achètent pas des parfums, etc., mais donc leur attitude, leur façon de travailler, donc, etc. Donc ils deviennent des personnes méchantes, arrogantes, etc. Pourquoi? C'est les affaires, c'est l'argent. Donc il y a l'argent en quelque sorte, donc la recherche. Donc un manager, il doit chercher le profit par tous les moyens. Donc il y a ici le geste, le moyen justifie la fin. C'est un peu ils deviennent de purs machiavélistes. Également pour Virgile, donc il a parlé que l'argent, ou bien la quête de la richesse, il corrompt l'homme. L'homme, il est corrompu par cette avidité, ou bien cette richesse, ou bien cette quête effrénée de la richesse. Il dit, voilà, d'autres avec des rames tourmentent les flots aveugles, se ruent contre le fer et pénètrent dans les cours, c'est-à-dire et les palais des rois. Donc ils deviennent des courtisans, ils cherchent à devenir des courtisans. On sait tous comment des courtisans vivent, ou bien comment ils gagnent leur vie, ou bien comment ils vivent, comment ils arrivent à se faire une situation, ou bien une condition, ou bien de la richesse. L'un conspire la destruction d'une ville, voilà, même ils manigancent, ils manipulent, ils sont à l'origine même de l'éclatement de certaines guerres, voilà, pour détruire une ville. Donc détruire une ville, voilà, ça revient tout simplement à s'accaparer à s'accaparer ou bien à mettre la main sur les richesses de cette ville, ou bien voilà, quand je détruis une ville, donc je deviens fort. Eh bien, quoi d'autre? Pour boire, l'objectif c'est ça, c'est pour boire dans une gemme et dormir sur la pourpre
de Sarah, c'est-à-dire devenir riche. Donc la richesse, donc il pousse l'homme à commettre des atrocités. Eh bien, oui, nous sommes tout à fait d'accord, monsieur. Voilà, monsieur Karl Marx, mais de l'autre côté, voilà, le travail profite à tout le monde. Hein. Donc tout le monde profite du travail, des fruits du travail. Donc s'il n'y a pas cette plus-value, s'il n'y a pas cette richesse, ce n'est plus un travail. Pourquoi? Parce que le profit il est nécessaire à la pérennité du travail. S'il n'y a pas de profit, qui que ce soit, donc s'il ne réalise pas une plus-value, voilà, et donc il ferme l'affaire, ou bien il clôt l'affaire, ou bien il met la clé sous la porte. Même un travailleur qui ne gagne pas assez, donc soit il travaille plus, soit il change de travail. Donc il y a donc la richesse, ou bien le rendement, ou bien la plus-value, tout le monde on le cherche, c'est évident. Bon, donc le profit, donc il est nécessaire à la pérennité du travail. Donc si une entreprise arrête de faire des bénéfices, donc il va courir à la faillite. Après la faillite, donc les ouvriers sont mis à la porte. Donc il y a la perte de travail. Donc c'est évident que c'est quelque chose qui n'est pas à démontrer, qu'il faut qu'il y ait du rendement, qu'il y ait de la richesse, que l'entreprise ou bien le travail crée des richesses. Pour Simone Weil, donc il dit tout d'abord la loi impitoyable du rendement. Donc le rendement, c'est une loi impitoyable. Donc il faut s'y plier. Donc s'il n'y a pas de rendement, donc il n'y aura pas de travail. Donc il y aura on court vers la faillite. Également Virgile, il a dit c'est une loi de destin que tout périclite et aille rétrogradant. Donc si on ne travaille pas, si on ne progresse, donc il s'agit ici quand il a parlé des semences, donc il faut qu'il y ait un tri permanent. Donc il faut toujours trier, choisir les bons grains, tout simplement pour que il y ait une bonne récolte. Et il a donné également l'exemple de celui qui rame, celui qui, dans une barque, s'il arrête de ramer, donc il est emporté par le courant. Pour Vinaver, donc les choses sont très claires. Donc le père Fernand de Haas, il a dit je travaille à perte. Donc travailler à perte, c'est-à-dire on ne peut pas travailler à perte indéfiniment. Donc à un certain moment, ça devient critique. On ne peut pas le supporter, donc il faut faire quelque chose. Donc lui, du moment qu'il travaille à perte, donc il a essayé de trouver une issue. Donc il a même demandé un crédit. Il est revenu sur ses principes. Il a mis à part ses principes. Donc il a consenti ou bien à contracter un crédit. Mais on ne lui a pas accordé, donc il est mort même avant. Donc le Pasmar, il a parlé de l'entreprise, donc il a dit 350 employés. Donc ces 350 employés sont menacés par le licenciement, parce que l'entreprise elle est en difficulté. Donc ils risquent ainsi de perdre leur travail et voilà, on sait ce qui arrive quand on perd le travail ou bien quand une usine ferme. Parce qu'il ne réalise pas de profit, c'est pourquoi la pérennité du travail elle est menacée. Bon, donc on peut en conclure qu'il faut qu'il y ait du profit. Également, donc Benoît il a dit à Pasmal, dans une entreprise, quand on s'arrête de grimper, on dégringole. Bon, donc il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours faire du profit. Donc sinon, le travail il risque d'être perdu. Oui, c'est bien. Un autre élément qui va avec le deuxième, c'est que la vie est une richesse que le travail maintient. Donc pour se maintenir en vie, donc on a besoin de travailler. Donc le travail, c'est une richesse en lui-même. Donc la vie, c'est une richesse. Donc s'il n'y a pas de travail,
donc on perd la vie. Donc qu'est-ce qu'on a de plus cher que la vie? Donc ici, donc ce n'est pas tout simplement créer une richesse, mais de préserver la vie, voilà, assurer que la vie aussi, la pérennité ou bien que la vie qu'il n'y ait plus l'extinction de l'espèce. Eh bien, c'est grâce au travail. Donc c'est le travail qui est un moyen pour assurer cette richesse ou bien la pérennité de cette richesse. C'est en répondant aux besoins vitaux de l'homme. Donc on reprend toujours l'idée de Michel Foucault, c'est que l'homme il est condamné ou bien il lui est nécessaire de travailler pour ne pas mourir. Ici, pour Simon Weil, il a une citation qui illustre cela, c'est quand on l'exécute, il a parlé du travail, on l'exécute à cause d'un besoin, non en vue d'un bien, parce qu'on a besoin de gagner sa vie. Donc la perte de travail conduit à la déchéance. Il a donné l'exemple de ces ouvriers qui, elle-même, il en a donné l'exemple quand il a été renvoyé. Donc il était au bord de la déchéance parce qu'il avait du mal à trouver un travail, elle qui faisait ça juste pour l'expérience. Donc dire pour quelqu'un qui n'a pas voilà, donc sa situation il est particulière, donc elle est prof agrégée, donc il pouvait rejoindre l'estrade au moment qu'il veut, donc, parce que donc, ce qu'il a fait c'est juste une expérience. Mais quelqu'un qui n'a que ce travail pour vivre, donc s'il est renvoyé, donc il tombe dans la déchéance. Donc là, voilà, donc donc le travail, voilà, donc il constitue lui-même une richesse. Pour Virgile, donc quand il a parlé du cultivateur, donc c'est par là qu'il sustente sa patrie et ses petits-enfants, ses troupeaux, ses bœufs et ses jumeaux, ces jeunes taureaux qui l'ont bien mérité. Bon, c'est par le travail de l'agriculteur que la patrie survit, que les petits-enfants qui sont l'avenir, ou bien qui assurent la continuité, vivent. Donc si le travail, ou bien le cultivateur vient à manquer son travail, ou bien ne produit pas assez, etc., donc toute la patrie qui est menacée par la famine, ces petits-enfants, donc on court vers l'extinction. Donc la vie, en quelque sorte, c'est une richesse que l'on préserve, que l'on conserve, que l'on garantit, que l'on assure par le moyen de travail. Eh bien, pour Vinaver, donc le personnage Lubin, il a dit « Ravoir et Doha, c'est toute ma vie ». Eh bien, donc le travail, ça constitue sa vie. Donc pour lui, c'est une richesse de préserver le travail. Donc il y a une correspondance. Donc ça permet de mettre en valeur, plus si vous voulez commenter ça, donc avec tout ça. Donc ça montre le rôle du travail, ou bien l'importance du travail pour le travailleur, pour la communauté. Et bien, donc si on arrive même juste à préserver le travail, c'est déjà une richesse. C'est déjà une richesse. Eh bien, on passe à un autre axe. Et voilà, ça, une carte bancaire périmée. Voilà, parce que la richesse participe à la prospérité du pays. Eh bien, voilà. Donc, quand on crée de la richesse au niveau d'un pays, donc ça se répercute sur l'individu. Donc le pays devient prospère, donc il y a le confort. Hein. Donc l'individu peut vivre dans le confort. Le pays il est fort, il y a des opportunités, ça donne des opportunités de travail pour tout le monde. On vit bien, on s'habille bien, on est bien soigné, etc. Et pour soutenir cette idée, donc Simon Weil a parlé des patrons, le rôle des patrons. Donc les patrons, ils enrichissent la collectivité et rendent service à la nation. Donc c'est grâce aux patrons, c'est que eux qui créent des structures, qui mettent au point des structures, des usines, et créent des opportunités de travail, des occasions de travail, et en produisant un produit, et voilà, qui se vend soit à l'échelle locale, à l'échelle internationale, et ça rapporte beaucoup au pays. Donc
premièrement, donc, il y a les hommes qui trouvent voilà, où travailler, puis assurer confortablement leurs besoins, et puis ça rapporte au pays, ça apporte quelque chose au pays, ça devient même une arme économique, le produit, comme on a parlé pour l'automobile. Pour Virgile, donc il a parlé de le rôle civilisateur, bon, donc la prospérité, comment il se manifeste. Donc il y a l'édification des villes, la construction. Donc, ajouter tant de villes incomparables, tant de travaux de construction, tant de places de bâties par la main des hommes, etc. Donc, construire, bâtir, édifier, donc ça va pas s'il n'y avait pas une richesse qui a été créée. On va pas bâtir, construire, etc. s'il n'y avait pas une plus-value. Donc, qui dit construction dit civilisation. Donc, il y a une civilisation. Donc, il y a les moyens de confort, il y a des services, etc. Donc, c'est des infrastructures. Donc, les infrastructures, donc, ça reflète la prospérité donc, s'il y a des infrastructures, de bonnes infrastructures, etc., ça donne une idée sur qu'il y a une plus-value, qu'il y a une richesse qui a été travaillée qui a été générée par le travail. Eh bien, voilà, voilà le bon côté du travail, même si donc le prix il est fort. Pour Vinaver, donc un personnage qui dit mais on vit mieux que nos parents. Donc pourquoi on vit mieux? Donc parce qu'il y a une certaine prospérité, il y a un progrès, il y a donc la disponibilité donc tout le monde il a accès aux soins, donc il arrive à satisfaire ses besoins, donc aux services, etc. Bon, Benoît, donc sur le plan général. Bon, Benoît, donc il a réussi à redresser l'entreprise et la revendre. Hein, donc l'entreprise était sur le bord de la faillite. Donc voilà, si c'était à vendre, donc donc il va rapporter rien parce qu'il était donc c'est une affaire qui ne marche pas, hein, c'est en faillite. Eh bien, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à la redresser. Et quand il a été redressé, donc il a produit, ou bien il a lancé un produit qui se vend très bien. Donc il s'écoule bien, donc ça rapporte bien. C'est ainsi qu'elle a été convoitée par les Américains. Donc c'est pourquoi les Américains ont acheté. Donc les Américains n'achètent pas des affaires qui ne marchent pas, ou bien des affaires qui n'ont pas de potentiel de développement. Et donc c'est ce qui a créé donc ça crée de la richesse. Également Benoît, donc il s'est lancé dans une autre affaire. Donc la création de la richesse, ça permet de créer d'autres richesses, ça permet d'accroître la richesse. Eh bien, bon, à la troisième partie, maintenant, on verra que, essaiera de faire un compromis. Oui, c'est bien de faire quitter le profit, accroître la richesse, mais il ne faut pas détruire l'homme. Il faut donc essayer de concilier ces deux éléments. Là, donc, je ne vais pas donner des citations, je vais tout simplement vous renvoyer à la dernière partie. On a longuement parler de ça. Donc, je propose comme premier axe, vous pouvez proposer bien d'autres, réorganiser le travail pour alléger les souffrances et les peines au travail. Oui, donc essayer comme l'a dit Simon Weil, donc de façon à ce qu'il sorte chaque soir un grand nombre de produits bien finis, c'est-à-dire en termes de quantité, en termes de qualité, et en même temps que des ouvriers heureux. Donc voilà, donc il va essayer de réorganiser, d'apporter des changements, des innovations au niveau du travail pour assurer et rendement, création de la richesse et le confort et bien-être des ouvriers. La répartition équitable des bénéfices du travail. Donc la répartition équitable, c'est là où le bas blesse. Donc il faut que les patrons, que les capitalistes daignent partager en quelque sorte les bénéfices du travail et ne pas les accaparer. Un autre axe, vous pouvez bien développer, c'est repenser nos besoins. Donc l'homme il doit repenser ses besoins tout simplement pour que
la recherche du profit ou bien l'accroissement de la recherche ne lui fasse pas voilà, courir le risque ou bien ne lui fasse pas, ou bien ne lui met pas dans l'obligation d'asservir, d'épuiser son prochain. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir à l'année prochaine et je vous souhaite, chers étudiantes, chers étudiants, ceux qui ont misé leur temps dans le CPGE Casino, que vous réussissiez très bien, que vous ayez un bon classement pour accéder aux écoles de vos rêves. Et sur ce, je vous dis merci et pardon. S'il y a des contresens ou bien vous pouvez toujours me le rappeler et la chaîne est toujours à votre service. Et merci.